Bonjour à tous, donc on va pouvoir commencer. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer. Donc je suis ici avec les 4 intervenants donc, qui vont nous éclairer ce matin sur les questions liées à la dette et à son remboursement. Donc, malgré des circonstances un peu particulières, je tiens à vous signaler avant de commencer que donc, vous pouvez évidemment nous poser toutes vos questions via 3 canaux. Donc, sur le site du Printemps de l'Écho, dans un premier temps, il y a un chat live prévu pour ça. Sur YouTube aussi directement, vous pouvez poser vos questions. Et sur Twitter avec le hashtag Printemps de l'Écho. Donc, tout nous sera retransmis ici, donc vous êtes évidemment incités à participer. Alors pour plonger directement dans le cœur du sujet maintenant, donc la crise sanitaire et la crise économique associée ont fait exploser les déficits publics et l'endettement, donc faisant voler en éclats, on l'a vu au début du confinement, donc les règles budgétaires européennes fixées par le pacte de stabilité, donc les fameux 3% de déficit public et 60% d'endettement. En France, le budget pour l'année prochaine, donc, qui a été présenté par le gouvernement, prévoit que notre ratio d'endettement atteindra 116% contre 98% avant la survenue de la pandémie. Donc on le voit, la facture de la crise, elle est gigantesque et la progression de l'endettement telle qu'est né un débat sur les modalités de remboursement de cette dette. Donc d'où la question à laquelle on va essayer de répondre tous ensemble ce matin. Peut-on ne pas rembourser la dette ? Donc je me tourne dans un premier temps vers vous, Agnès Benassi-Kéré. Donc Agnès, vous êtes chef économiste de la Direction générale du Trésor. Donc la progression de l'endettement est perçue pour certains comme une bombe à retardement, pour d'autres comme une condition essentielle à la relance. Donc vous allez nous donner votre sentiment là-dessus. Et puis revenir sur, quand on parle d'annulation, aujourd'hui on parle beaucoup de l'annulation de la dette détenue par la BCE, donc grosso modo qui représente 20% de notre dette totale. Vous allez donc nous expliquer si pour vous c'est quelque chose de possible et de souhaitable finalement. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, la dette publique va faire un bond cette année. Il faut peut-être un peu expliquer d'où vient ce bond, de presque 20 points de PIB. En fait, c'est la moitié le numérateur du ratio dette sur PIB et l'autre moitié le dénominateur, puisque le déficit va être de l'ordre de 10% du PIB et la baisse du dénominateur, c'est de l'ordre aussi de 10% du PIB, donc 10 plus 10 égale 20. Grosso modo, c'est ça. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Et l'option qui a été prise, c'est un plan de relance de manière à élever le plus rapidement possible le dénominateur de ce ratio. Et en fait, quand on fait le calcul, si on part d'un ratio de dette de 117% en fin 2020 et qu'on fait un plan de relance de l'ordre de 4 points de PIB, ou 5 points, ça dépend comment on calcule sur 2 ans ou sur 5 ans, eh bien, on se rend compte que l'augmentation du PIB qu'on peut en attendre compense en fait le déficit supplémentaire. Parce que, et ça c'est très important, c'est un plan de relance temporaire. Et donc, ce n'est pas le plan de relance lui-même, si vous voulez, qui pose problème, c'est plutôt l'affaiblissement de l'économie. Donc, on a choisi d'essayer de rehausser le PIB le plus vite possible parce qu'on sait que si le rebond de l'activité est lent, à ce moment-là, il y a des effets d'hystérèse et à long terme, le PIB baisse. Et là, il faut rappeler que quand on a, comme en France, des dépenses publiques qui représentent à peu près la moitié du PIB, eh bien, toute baisse durable du PIB de 1% rehausse le déficit chaque année de manière permanente de 0,5 point de PIB. Donc, on investit d'une certaine manière dans l'assiette fiscale, puisque le PIB, c'est une sorte d'assiette fiscale. Alors, une fois que ceci a été dit, alors comment est-ce qu'on rembourse ? Il y a plusieurs manières de voir les choses. La première manière de voir les choses, c'est de dire l'État, contrairement à vous et moi, est éternel. Et donc, en fait, il ne rembourse pas, il emprunte pour rembourser les dettes précédentes. Et donc, il roule la dette, comme on dit. Alors, ceci fonctionne tant que les marchés ont confiance. Mais en fait, avoir une dette importante, c'est se mettre un peu à risque, parce que le jour où les marchés se mettent en grève, vous ne pouvez plus rouler la dette. Et alors on va dire, mais oui, mais il y a la Banque centrale qui peut acheter. Et c'est vrai, aujourd'hui, la Banque centrale achète et l'État s'endette à taux d'intérêt négatif. Donc rappelons, quand il emprunte 100, il rembourse moins que 100.
Alors pourquoi dans ces conditions s'inquiéter du niveau de dette? Et puis je vais venir après à votre question sur la Banque centrale. En fait, il y a deux questions. La première question, c'est quand on a un niveau de dette très élevé, on est plus vulnérable à un choc. Donc un retournement des marchés, et donc d'un seul coup, on basculerait et on n'aurait plus la confiance des marchés. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en cas de crise, avoir, disons, des ressources pour répondre à la crise. Et on voit aujourd'hui clairement que l'Allemagne, ce n'est pas la France, et la France, ce n'est pas l'Italie. L'Italie va faire un plan de relance uniquement sur fonds européens. La France fait un plan de relance qui est partiellement financé, pour 40%, qui va être financé par des fonds européens. L'Allemagne fait un plan de relance indépendamment des fonds européens. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut demain, lors de la prochaine pandémie, être dans la situation italienne? C'est ça la question. Alors, maintenant, j'en viens à la question, est-ce qu'on peut annuler la dette, tout simplement, et en particulier la dette qui est dans le bilan de la Banque centrale? Donc, première chose, c'est interdit par les traités. Bon. Supposons que les traités aient été modifiés. On ne peut pas annuler simplement la dette qui est dans le bilan de la Banque centrale. La dette, c'est la dette. Donc, la Banque centrale en détient, mais également des fonds qui sont en fait des fonds dans lesquels vous avez peut-être des économies. Les banques en détiennent, etc. etc. Donc, c'est un problème plus général. Bon, mais mettons ça de côté. Et regardons simplement la Banque centrale européenne. En fait, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que la Banque centrale européenne est détenue par les États. Donc, imaginons que je vous dois 100 € et vous me devez 100 €. Et nous décidons d'annuler nos dettes réciproques. Pourquoi pas? Sommes-nous plus riches? La réponse est non. Je ne vais pas recevoir 100 € de vous et vous n'allez pas recevoir 100 € de moi, donc on est revenu au point de départ. Donc, c'est un peu plus compliqué, évidemment, avec la Banque centrale, mais c'est un peu le même esprit. Donc, supposons que l'État ait une dette de 100. Cette dette est achetée par la Banque centrale, qui la met à son actif 100. Et peut-être préciser l'actif et le alors, passif. l'actif, c'est ce que la Banque centrale a, et le passif, c'est qu'elle doit. Donc, comment est-ce qu'en pratique, ça se passe? La Banque centrale n'a pas le droit d'acheter sur le marché primaire, c'est à l'émission. Donc, la Banque centrale va aller voir les banques et va leur racheter la dette. Et comment est-ce qu'elle paye? Elle paye avec la monnaie ce qu'on appelle la monnaie banque centrale, c'est-à-dire qu'en fait, elle va créditer le compte des banques à la Banque centrale. Donc, n'importe quelle banque, la Société Générale, a un compte à la Banque de France. Et quand la Banque de France achète 100 de dette à la Société Générale, elle va créditer le compte de la Banque de France, de la Société Générale à la Banque de France. Donc, la Société Générale aura 100 de réserve, hein, c'est son porte-monnaie en fait à la Banque de France. Maintenant, supposons que la dette soit annulée. Donc la Banque de France avait 100 à son actif et ces 100 sont annulés. On oublie. En fait, la Société Générale a toujours 100 à la Banque de France. Donc comment est-ce que ceci va s'équilibrer? Eh bien, on va donc enlever 100 des fonds propres de la Banque de France. Donc éventuellement, si les fonds propres étaient, mettons, à 0, ils deviennent négatifs. Ce qui n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas un problème en soi. Simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les réserves des banques à la Banque de France sont un vrai passif de la Banque de France. Pourquoi c'est un vrai passif? Premièrement, aujourd'hui, il est rémunéré à taux d'intérêt négatif, mais un jour peut-être à taux d'intérêt positif. Deuxièmement, la monnaie est convertible. Donc la Société Générale peut parfaitement aller chercher cet argent et le convertir par exemple en dollars, en libras, que sais-je. Aujourd'hui il n'y a pas de libras, mais un jour peut-être. On peut imaginer. Un jour peut-être. Et dans les pays en développement, la substitution de monnaie, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est pas une vue de l'esprit. Donc, quel est alors on va dire, mais c'est pas un problème parce que de toute façon la banque centrale peut créer la monnaie. Donc si un jour il y a un taux d'intérêt positif, hein, imaginons que l'inflation reparte, et donc les taux d'intérêt doivent monter, et donc les réserves devront être rémunérées à un taux d'intérêt positif. Qui va payer ce taux d'intérêt? C'est la banque centrale. Pas de problème, elle crée la monnaie. Mais si elle crée la monnaie pour payer les intérêts des réserves, à ce moment-là, il y a une sorte de jeu de Ponzi qui se met en place où elle crée un nouveau passif pour rémunérer le passif existant. Et donc, ça va entraver la politique monétaire.
Et donc, je voulais juste terminer là-dessus. En fait, même si c'était possible d'annuler la dette, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale achète, les taux d'intérêt sont négatifs, les États peuvent s'endetter sans difficulté. Et annuler cette dette, c'est se priver plus tard d'un instrument de politique monétaire. Alors, la question qui se posera plus tard, c'est la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et donc, pour moi, c'est plutôt ça l'enjeu, c'est faire qu'en sortie de crise, il y ait une coordination entre les deux instruments qui se mettent en place. Par exemple, que la Banque centrale ne retire pas son impulsion avant que les États soient un peu sortis du bois et pu commencer à ajuster leurs finances publiques. Et eux-mêmes ne peuvent pas le faire avant que le PIB soit revenu, mettons, à un niveau proche de l'avant-crise. Donc, il faut ordonner le retour à la normale, mais fusionner d'une certaine manière la politique monétaire et la politique budgétaire ne résout aucun problème. Donc, c'est un peu la solution en quête de problème. C'est ça qui me gêne dans ce débat. D'accord, merci beaucoup donc pour ce premier tour d'horizon. Donc on a compris que donc pour vous c'était ni possible ni souhaitable finalement cette solution-là. On aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur les questions donc, de coordination entre les politiques monétaires et budgétaires qui sont effectivement très importantes. Je me tourne désormais vers vous, Anne-Laure Delatte. Donc Anne-Laure, vous êtes économiste, chercheuse au CNRS et conseillère scientifique au CEPI. Donc pour vous, la question de savoir si on doit annuler la dette, finalement, elle n'est pas posée dans des bons termes déjà. Donc vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Et puis revenir surtout sur cette solution qui a été proposée par le gouvernement pour réduire la facture de la crise, de cantonner la dette. On a parlé de cantonnement de la dette Covid. Donc voilà, peut-être nous expliquer concrètement à quoi ça correspond et puis essayer d'évaluer dans quelle mesure c'est une solution pertinente pour répondre à ce problème-là. Merci beaucoup. Donc, je suis ravie d'être ici. Je vais réagir à ce que vient de dire Agnès et ça va m'amener assez naturellement vers la solution du cantonnement. Je partage l'analyse d'Agnès dans la mesure où il me semble que c'est absolument pas souhaitable de compter trop sur la Banque centrale, de la mettre au centre du jeu économique en lui demandant d'annuler la dette détenue à son bilan. Agnès vient d'expliquer les raisons techniques de bilan et les conséquences que ça aurait sur finalement la masse monétaire en circulation dans l'économie. Il me semble une autre raison qui peut s'ajouter, qui peut être complémentaire, c'est une raison politique. Qui est que finalement, ce que vient de nous dire Agnès, c'est que comme les réserves de la Banque centrale vont baisser, à un moment, il va falloir recréer de la monnaie, parce que tout simplement, la masse monétaire baisse quand vous annulez, donc il va falloir recréer de la monnaie à un moment. Et donc, non seulement ça peut poser des problèmes pour l'inflation, alors on va dire, bah non, il n'y a pas d'inflation, mais à un moment, vous comptez trop sur la Banque centrale, vous mettez la Banque centrale au centre de la résolution des enjeux économiques. Et le problème que ça me pose à moi, c'est que la Banque centrale n'est pas un organe élu, que c'est une institution essentielle dans le fonctionnement de notre système économique, mais que du point de vue démocratique, on a d'autres institutions qui sont déterminées par des élections qui sont censés produire une représentation de ce que les citoyens souhaitent comme projet politique. Or, si cette fuite en avant d'aller rechercher systématiquement la monnaie magique, entre guillemets, on peut l'imaginer dans un cas concret où vous avez une Marine Le Pen au gouvernement ou un Salvini qui revient en Italie. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va coordonner des projets politiques qui sont, s'ils sont arrivés, ils ont été élus, bon d'accord, mais ça veut dire que pour l'instant on est très content, on peut être très content d'une banque centrale qui nous annule la dette, qui nous finance abondamment de l'économie verte, mais à un moment si le gouvernement qui est élu n'est pas progressiste,
et défend un projet de société qui est différent. On aura subordonné une banque centrale, on aura subordonné cette politique monétaire à un projet qui peut être plus compliqué. Et on aura donné des moyens gigantesques à des gouvernements qui défendront un projet qui est plus compliqué. Donc il me semble que en réalité, on a des outils. Et quand Agnès disait on mélange budgétaire et monétaire, je pense que c'est important effectivement de remettre le budgétaire au centre de la réflexion de la politique économique. Et ce que nous amène ces crises, la succession de crises depuis 2008, ce que ça nous a fait réaliser, il me semble, c'est que les banques centrales ont pris une place de plus en plus importante dans la résolution des crises et des crises économiques, et que finalement on a perdu de vue que le budgétaire, l'impôt, pouvait être un instrument important, notamment à un moment où il faut rembourser sa dette. Donc voilà, juste pour compléter les propos d'Agnès, moi, la raison pour laquelle il me semble que ça n'est pas souhaitable, c'est une raison politique et vraiment du fonctionnement de nos démocraties. Ça m'amène à la solution une des solutions que propose le gouvernement aujourd'hui, qui est de cantonner cette dette. Et là, pour le coup, on revient à du budgétaire. Donc moi, elle m'intéresse vraiment beaucoup, cette solution, parce que au lieu de demander qu'on annule le bilan de la Banque centrale, en fait, le cantonnement, c'est on l'a déjà fait pour la dette de la sécurité sociale. On sort la dette des comptes publics, on le met dans une structure, on met un certain montant qu'on décide, pour le coup, au Parlement, normalement, dans une structure, et on change la nature de cette dette parce qu'on s'engage à la rembourser. Contrairement à la dette publique, finalement, qu'on roule régulièrement, la dette publique qui est au bilan la dette publique, comme le disait Agnès, elle est roulée régulièrement. C'est-à-dire que je vais aller chercher des investisseurs à qui je vais demander de me prêter de l'argent pour rembourser à mes créanciers. Là, cantonner la dette, c'est dire aux investisseurs, non, je m'engage sur un certain horizon que je déclare, donc c'est absolument transparent, et je dis, voilà, donc là, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est de prendre un certain pourcentage de cette dette Covid, de la mettre dans une structure de cantonnement et de la rembourser sur un certain horizon. Donc on a fait ça avec la dette de la sécurité sociale dans les années 90, on a créé la CADES pour ça, et quand on a créé la CADES, on a créé un nouvel impôt, puisque face à cette dette, il a fallu chercher des ressources pour la rembourser, et on a créé à ce moment-là la CRDS. Alors, la CRDS, c'est un impôt qui se trouve sur nos fiches de salaire à tous, et qui est un pourcentage identique pour l'ensemble des salaires. Donc ce n'est pas forcément l'impôt le plus souhaitable du point de vue de la redistribution, puisque que vous ayez un haut salaire ou un bas salaire, vous allez payer le même pourcentage. Alors c'est un tout petit pourcentage, donc personne ne connaissait la CRDS jusqu'à récemment. Peut-être qu'on la connaît un peu plus aujourd'hui parce que il y a une décision qui a été prise très récemment de prolonger la CADES. En fait, on devait avoir remboursé la dette de la sécurité sociale qui avait été cantonnée dans les années 90. On devait l'avoir remboursée en 2023. On a finalement pris la décision en pleine crise de prendre une partie de la dette sociale liée au Covid, de la mettre dans la CADES, et donc on a été bien obligé de prolonger. On a pris 136 milliards et on a prolongé de 10 ans le cantonnement de la dette. Donc la CRDS qui devait disparaître ne disparaît pas. Et donc votre crainte éventuellement avec le cantonnement de cette dette Covid, c'est qu'on aboutisse à la création d'un nouvel impôt et d'un nouveau type de mécanisme de ce type? Oui, sauf que moi, ce n'est pas du tout une crainte. On a parlé des 136 milliards de la Sécu, et en fait là ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il va prendre 150 milliards, il va les mettre probablement pas à la CADES, dans une autre structure, on ne sait pas trop pour l'instant, c'est vraiment dans les projets, et en face
qu'est-ce qu'on va mettre ? Et là, le gouvernement nous dit on ne va pas augmenter les impôts, on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Sauf qu'à un moment, il va falloir des ressources. Donc, soit on va débrancher des ressources quelque part pour rembourser cette dette, et donc ça veut dire qu'on va appauvrir un projet, une dépense publique. Et là, j'imagine qu'il y a énormément de réflexion au gouvernement là-dessus. Ou alors on va bien être obligé de créer un impôt. Et pour conclure, moi, ça ne me fait pas peur. Au contraire, je suis ravie qu'on ait en tout cas qu'on ait un débat démocratique autour de cette création d'impôts. Et il ne me semble pas choquant que, après une crise monumentale telle qu'on vient de vivre, et une augmentation des inégalités avec des parties de la population qui sont bien plus affectées que d'autres. L'histoire vous enseigne que des crises comme ça ou des sorties de guerre, on a toujours des bifurcations très importantes avec des vrais débats de société où on se dit qui doit payer, qui a été affecté. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'on ait ce débat-là. Et finalement, ce sujet de cantonnement, il va peut-être nous forcer à organiser ce débat. Donc pour conclure, il y a plein de formes d'impôts qu'on peut créer. On n'aime pas les impôts en général, sauf que ça peut être un impôt sur les hauts patrimoines, parce qu'on vient de comprendre que l'essentiel de l'épargne qui a été accumulée pendant la crise, elle est détenue par les 20% les plus riches. Donc on peut se dire, voilà, est-ce qu'on n'irait pas tirer un peu de ressources fiscales de ce côté-là, faire le bilan des 40 dernières années de la globalisation où on a eu une augmentation des inégalités. Est-ce que ça n'est pas le moment de corriger certaines limites, pour le dire poliment, du système économique dans lequel on a vécu ? Merci beaucoup Agnès donc, pour ces éclairages sur le cantonnement. Et on voit bien pour vous les opportunités que ça pose en fait d'éventuellement redéfinition d'une partie de notre système fiscal. Donc je m'adresse à vous ensuite, Olivier Klein. Donc vous êtes directeur général de la BRED, également professeur de macroéconomie financière et de politique monétaire à HEC. Donc vous, ce qui vous questionne, si je puis dire, quand on parle d'un éventuel non-remboursement de la dette, c'est le risque que cela engendre d'une perte de confiance dans notre monnaie, qui est finalement le cœur de notre système économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quel biais est-ce que ça peut se faire, cette perte de confiance ? Je vais essayer. Bonjour à tous. Et je vais être en continuité, je pense, avec ce que disait Agnès tout à l'heure. On a connu une crise monumentale, comme vous disiez, à cause de la pandémie, naturellement, on la connaît toujours d'ailleurs, de l'offre et de la demande. Et sans décrire, parce qu'on n'a pas le temps, les réponses, on a eu des réponses fortes et appropriées jusqu'à présent, à mon avis, des États et des banques centrales, c'est-à-dire de la politique budgétaire et de la politique monétaire, pour une raison simple, c'est que d'une manière ou d'une autre, tout ceci a correspondu à une suspension temporaire de la contrainte monétaire, c'est-à-dire de la contrainte des paiements. On a donné de quoi payer les ménages, ce qui était essentiel pour que l'économie ne s'écroule pas et que pour les entreprises puissent, quand elles ne pouvaient pas les payer, faire en sorte que les salariés soient payés. On a financé les pertes des entreprises qui, pendant la période, ne pouvaient pas trouver tout simplement de quoi absorber les charges, même si une partie des salaires était prise en compte. Et au fond, c'était tout à fait nécessaire pour préserver à la fois la demande, à la fois la capacité d'offre pour le futur. Et c'était très bien vu. Et les États eux-mêmes, qui du coup ont beaucoup donné ou vont encore beaucoup donner, sont en réalité, connaissent une suspension de leurs contraintes monétaires d'une manière ou d'une autre, temporaire, par les banques centrales, qui achètent la dette de façon indirecte, mais qui achètent la dette de façon très, très forte, la dette publique. Les banques centrales ont d'ailleurs aussi remis beaucoup de liquidités pour aider le marché financier à ne pas se disloquer, et pour aider aussi des entreprises qui sont passées d'investment grade à non-investment grade, ont aussi acheté des dettes des grandes entreprises, des dettes obligataires. Donc elles ont contribué également directement, en quelque sorte, au financement de l'économie.
La question, au fond, dès lors qu'on est d'accord avec le fait de penser que c'était une bonne façon de faire et qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres pour essayer de sauver l'essentiel, c'est que peut-il se passer ensuite? Et la problématique, moi, que j'aimerais poser, elle rejoint un peu ce qui a été dit, c'est que on peut toujours imaginer qu'une partie de cette dette soit est cantonnée, soit est financée ad libitum par la Banque centrale à des taux d'intérêt très bas, ce qui la rend tout à fait possible. La question, c'est d'éviter de rentrer dans la pensée de la monnaie magique. Autrement dit, d'une certaine manière, on pourrait se poser la question de savoir, puisqu'on a pu financer des tas de choses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a attendu avant pour financer la lutte contre la pauvreté? Qu'est-ce qu'on a attendu avant pour financer des entreprises qui, au lieu de tomber en faillite, auraient pu survivre, etc. Et là, on rentre dans la question de la monnaie, en vérité. D'ailleurs, si on annulait une partie de la dette, soit on annule la dette, comme l'a très bien dit Agnès, qui est détenue in fine par les ménages ou et à travers les systèmes de retraite, à travers les assurances-vie, à travers les fonds, comme tu disais. Et là, on a un problème majeur économique et social immédiat. Soit on regarde du côté des banques centrales. Et du côté des banques centrales, c'est développer une petite idée que je trouve fausse, qui est que tout est possible, tout est magique. Alors, il y a une réflexion qu'Anne-Laure vient de donner sur l'aspect politique de la chose. J'aimerais donner une réflexion du côté un petit peu théorique il me semble pouvoir être mise en avant sur la question de la monnaie et de la confiance dans la monnaie. Encore une fois, si on reconduit simplement la dette, une partie de cette dette, sans la croître davantage et sans fin, en le refinançant par la Banque centrale, c'est une chose. Si on se dit que la Banque centrale va annuler de la dette publique, comme l'a dit très bien Agnès, je ne reviens pas dessus, il y a des tas de phénomènes qui arrivent, et notamment le fait qu'en fait, on est poche droite, poche gauche, si on comprend aussi l'État, et que ça ne change pas grand-chose. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce que dans le fond, on pourrait avoir un quantitative easing permanent, de plus en plus grand, et qui permette à l'État de tout aider en permanence. Et cette pensée magique, il ne faut pas rentrer dedans, parce que, me semble-t-il, ça aurait d'abord des conséquences monétaires et financières considérables, d'une part sur l'instabilité financière. Si on a pendant trop longtemps, je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut sortir de cela, hein, pas du tout, ce n'est pas le moment du tout, mais si on a pendant trop longtemps, alors que l'économie reviendrait à un taux de croissance plus normal, des taux d'intérêt trop bas, la réalité c'est que ça facilite les cycles financiers. C'est-à-dire ça facilite l'apparition de bulles, et puis petit à petit la construction de bulles de plus en plus fortes et leur éclosion, c'est-à-dire des crises financières majeures. Donc on l'a vu et on le connaît très bien, ce phénomène. Il est très bien étudié, il est très dangereux. Et alors, in fine, au plus loin, si vous voulez, et ce n'est pas pour tout de suite du tout, mais on pourrait avoir une fuite devant la monnaie. Pourquoi? Parce que si jamais la contrainte de paiement ne jouait plus vraiment, si jamais on suspendait la contrainte de paiement, la contrainte monétaire, longtemps, durablement, en se disant maintenant, il n'y a plus besoin de régler, puisque de toute façon, il y a la Banque centrale derrière. Et c'est tout simplement que cette contrainte ne serait plus crédible, et c'est la confiance dans la monnaie qui serait touchée. Alors pourquoi? Parce que le système monétaire est un système de règlement des dettes, précisément. Et comme on le sait, c'est ça qui donne la cohérence aux échanges. Donc la crise de confiance, au fond, peut arriver quand il y a une perte de confiance dans la validité des créances et des dettes futures. Or, le système est fondé là-dessus. Tout notre système économique, c'est un système d'échange de dettes et de créances. Si j'achète quelque chose, je dois. Si je vends quelque chose, on me doit. Et en plus, il y a des paris sur le futur qui sont des contrats financiers. J'emprunte parce que je fais un pari sur le futur du fait que j'aurai des revenus plus tard pour pouvoir faire. Et ce qui me permet d'investir, mais d'investir rationnellement, parce qu'il faut que j'imagine que là où j'investis, je vais évidemment avoir le rendement qui va correspondre pour pouvoir rembourser ce que j'aurais emprunté pour pouvoir investir. Donc, il y a crise, en fait, quand il y a une défiance par rapport au système de paiement, c'est-à-dire au système de règlement des dettes, et c'est-à-dire au système aussi des contrats financiers, qui sont justement cette capacité à se projeter dans le futur de l'économie. Donc, il y a crise quand il y a défiance vis-à-vis de la monnaie, tout simplement. Et la confiance dans la monnaie, elle est capitale. La confiance dans le système de règlement des dettes est absolument capitale. Et la confiance, au fond, c'est quoi? C'est l'idée que la parole donnée ou que les contrats signés sont valables. Et c'est évidemment pour l'économie aussi les contrats de dette et les contrats de créance sur lesquels l'ensemble est construit.
Donc la confiance dans les banques, naturellement, est cruciale. C'est elle qui crée la monnaie ex nihilo pour le fonctionnement du système. Mais aussi la confiance dans la Banque centrale. Ça, c'est crucial, parce que c'est la banque des banques, mais c'est surtout celle qui assure la régulation monétaire. Et c'est la pierre angulaire du tout. Si la Banque centrale émettait trop de monnaie banque centrale, trop, on ne sait pas où c'est trop, hein, bien sûr, mais si elle émettait trop longtemps, et que ça supprimait cette contrainte monétaire, alors on pourrait ne pas se faire rembourser ses créances, et il y a un seuil qu'on ne connaît pas. Mais il y a un seuil au-delà duquel il va se passer quelque chose, qui s'est passé lors des assignats, qui s'est passé lors des différentes crises monétaires. Argentine, ma voisine de gauche est bien plus spécialiste que moi sur tout cela, mais au-delà duquel il y a un rejet de la monnaie officielle qui est possible. Et ce que disait tout à l'heure Agnès me semble juste aussi, c'est que s'il y a un rejet de la monnaie officielle à un moment donné, parce qu'il n'y a plus confiance dans la contrainte monétaire qui organise l'efficacité de l'économie, hein, alors on a une possible désagrégation du système de dette et de créances, du système monétaire, c'est-à-dire une possible désagrégation de la société. Et je vais citer Michel Aglietta pour le plaisir et pour l'honneur, qui a dit « La confiance dans la monnaie, c'est l'alpha et l'oméga de la société ». Donc c'est crucial que cette confiance ne soit pas détruite, sinon il pourrait y avoir des fuites dans les monnaies étrangères. Agnès citait que ça arrivait assez souvent dans des pays moins développés, mais ça peut se produire ailleurs. Cela dit, si toutes les banques centrales font la même chose au même moment, évidemment, on ne va pas fuir dans une... C'est difficile. Mais à ce moment-là, il peut y avoir l'or. C'est terrible parce que revenir à l'idée que on va se protéger avec l'or, c'est quand même un peu archaïque. Et la deuxième chose, c'est qu'un jour, il peut y avoir des crypto-monnaies qui seraient émises par un GAFA plus fort qu'un État, plus solvable qu'un État. Et cette crypto-monnaie deviendrait une monnaie privée qui serait la ligne de fuite des systèmes officiels. Et là... je ne suis pas du tout à l'aise sur la stabilité financière, la régulation monétaire et tout ce qui peut s'en suivre. Pour conclure, la monnaie, et je crois qu'on pourra partager ici assez bien, est une institution. Elle doit être gérée comme une institution, c'est-à-dire comme un ensemble qui nécessite de la confiance et qui attire la confiance, et des règles. Ben, les règles, c'est le règlement des dettes. Par exemple, c'est la contrainte monétaire. Alors évidemment, hein, on peut l'organiser, on peut la suspendre momentanément, mais pas durablement, et en pensant qu'on a maintenant baguette magique pour faire fonctionner le tout sans jamais avoir de contraintes. La Banque centrale doit être au-dessus, et ce sera vraiment cela ma conclusion, des intérêts privés ou des intérêts de l'État. C'est ça qui lui donne précisément sa légitimité. Et donc, il ne doit pas y avoir de fiscal dominance, c'est-à-dire d'être dépendante des États qui l'obligeraient à conduire des politiques qui seraient à taux d'intérêt négatif ou faible, et puis ou zéro, et d'augmenter à perpétuité la monnaie banque centrale. Mais il ne doit pas y avoir aussi de financial market dominance, c'est-à-dire elle ne doit pas être non plus dominée par les marchés financiers. Et parce que si jamais, à chaque fois que la Banque centrale s'apprête à donner l'orientation de sa politique monétaire, comme ça se passe en ce moment, hein, il y a les marchés financiers qui commencent à faire savoir aux boursiers que si je n'ai pas une nouvelle injection monétaire, il va y avoir un crack, et que les banques centrales ont peur, eh bien, c'est une domination des marchés financiers sur la Banque centrale. Ni vis-à-vis des États, ni vis-à-vis de la Banque centrale. C'est l'intérêt général que doit défendre la Banque centrale, et elle doit conserver sa crédibilité. C'est crucial pour l'économie et pour l'ordre même de la société, au sens organisation de la société. Merci beaucoup, Olivier. Donc pour poursuivre cette réflexion un peu plus théorique sur la monnaie, et pour conclure ce tour de table, donc, avant d'en venir au débat, je vous laisserai la parole. Donc, Michel Aglietta, vous êtes professeur émérite à l'Université de Nanterre et conseiller scientifique au CEPI. Donc, je vous laisse conclure sur ce sujet. Le sujet est fondamentalement théorique. Là, on a bien vu que c'était ça le point essentiel de tous les exposés. Donc, je reviens là-dessus parce que par rapport à la question posée, ça veut dire que le problème n'est pas un problème de remboursement, ce qui est la condition de dette privée, c'est un problème de soutenabilité. Donc, qu'est-ce que c'est que la condition de soutenabilité des dettes publiques qui s'applique à tout État? Donc, je voudrais faire quelque chose, je voudrais reprendre le problème de fond et après donner quelques exemples entre les États souverains et ceux qui ne le sont pas, en quelque sorte, hein, en allant au-delà de ce qui se passe en Europe et faire rapidement peut-être une conclusion sur l'Europe. Un État souverain est postulé exister infiniment.
à l'échelle de temps des agents économiques. Ça, c'est crucial. Ce qui veut dire que la dette publique est une dette sociale, est une dette intergénérationnelle. En conséquence, la dette publique est une dimension essentielle du lien social. Elle est donc d'une nature totalement différente des dettes privées. L'État émet une dette dans la monnaie, si l'État émet une dette, dans la monnaie de l'espace dont il est souverain. La soutenabilité de la dette se définit par une certaine condition, qui est, il n'y a pas de dette optimale, il n'y a pas de niveau de dette optimale, il n'y a absolument pas de valeur fondamentale des dettes publiques, ça la théorie l'a montré. En revanche, la soutenabilité de la dette se définit par une condition de stationnarité à l'infini du temps, c'est-à-dire à très long terme. Et cela veut dire, de manière plus précise, que la valeur actualisée de la dette publique doit être nulle à l'infini. La valeur actualisée de la dette publique doit être nulle à l'infini. C'est la condition de stationnarité d'une dette dans le long terme et donc de sa soutenabilité. Alors, tout dépend du taux d'actualisation. Quel est le taux d'actualisation? On a des modèles dynamiques théoriques de dette publique qui permettent de définir cela. La condition de soutenabilité, par conséquent, donc de stationnarité de la dette publique à très long terme, est la suivante. Le solde primaire stabilisant rapporté au PIB. Je dis bien, ce qui dépend vraiment de la dépendance, de l'État en tant qu'acteur ayant les moyens sur le solde primaire stabilisant. Primaire, c'est-à-dire hors taux d'intérêt. Le solde payé, solde primaire stabilisant rapporté au PIB est égal à taux d'intérêt réel moyen payé sur la dette publique, qu'on appelle R, moins taux de croissance du PIB, qu'on appelle G, multiplié par le ratio dette publique sur PIB. Et on voit par conséquent que R moins G, c'est-à-dire le taux d'actualisation de la dette publique à long terme, il est crucial puisque, en particulier, il peut être négatif. Et si R moins G est négatif, l'espace de soutenabilité devient très considérable, puisque ça veut dire que les valeurs futures lointaines si vous voulez, des ressources fiscales primaires ont un poids plus important que les ressources à court terme. Et par conséquent, vous avez un très grand espace de soutenabilité. Donc, ce taux d'actualisation est la variable pivot et décisive des politiques budgétaires stabilisantes. Et donc, cette condition-là, vous voyez à quoi elle nous amène. Elle nous amène nécessairement à une double responsabilité. L'une des banques centrales sur la politique monétaire, l'autre sur les raisons, la nature des dépenses que l'on fait avec la dette publique par le solde budgétaire primaire futur, en sorte qu'elles soient suffisamment des dépenses productives pour que ceci permette à un taux de croissance d'être suffisant. Donc ça, c'est la condition essentielle. Elle fait apparaître en effet, non pas un glissement de la responsabilité de la dette publique vers la Banque centrale, mais certainement une coordination entre État et Banque centrale, ce qui a existé dans l'histoire presque tout le temps, mais qui a été, si vous voulez, démenti par ce qu'on appelle le néolibéralisme des années 1990, des 1980 aux États-Unis et qui s'est développé dans le monde entier à partir des années 1990, qui suppose que les individus privés sont rationnels et connaissent le futur, etc. Par conséquent, des conditions qui n'ont absolument rien à voir avec l'incertitude de la réalité du monde dans lequel on vit. Donc, il y a nécessairement coordination qui commence à réapparaître, si vous voulez, c'est-à-dire vraiment la raison, la coordination indispensable entre politique budgétaire et monétaire. Alors, quelques exemples. Les États souverains et ceux qui ne le sont pas. En effet, on va voir une différence énorme. Quelle est aujourd'hui, par rapport à ce critère que je viens de dire, la dette publique qui est la plus soutenable?
par rapport au comportement qu'ont les investisseurs vis-à-vis de cette dette? Eh bien, c'est la dette la plus élevée du monde, c'est-à-dire la dette japonaise, dont le taux de rapport au PIB, dette sur PIB, est supérieur à 250% du PIB. Pourquoi c'est la plus élevée du monde? Parce que les intérêts payés sur la dette et acceptés par les investisseurs institutionnels, je parle, ces intérêts sont pratiquement nuls depuis 20 ans, depuis le début des années 2000. Ce qui se fait par une coordination étroite de la politique budgétaire et de la politique monétaire, la politique monétaire ciblant la courbe des taux d'intérêt pour qu'elle reste plate. Ce qui permet en effet un R d'être pratiquement égal à 0. Et même si la croissance japonaise n'est pas élevée, eh bien R-G reste négatif. Et ce qui se voit d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une instabilité dans le système d'échanges mondiaux, quelles sont les deux monnaies refuges lorsque vous avez des baisses du dollar avec incertitude des investisseurs? Les deux monnaies refuges du monde sont le franc suisse et le yen. Voilà ce que c'est qu'une dette soutenable maîtrisée par une monnaie qui est vraiment une monnaie souveraine. Eh bien, évidemment, on peut prendre facilement les exemples opposés, c'est-à-dire les pays dits émergents, une partie importante des pays émergents dont la dette est émise largement en monnaie étrangère. Vous voyez ce que ça veut dire? Si vous émettez une dette en monnaie étrangère, vous sortez de la souveraineté monétaire. Et en conséquence, évidemment, la dette, en quelque sorte publique, se dégrade en dette privée. C'est comme si l'État émettait une dette privée. Et les conséquences ne sont pas faites attendre. Des niveaux de dette inférieurs à 50% du PIB, à ce moment-là, peuvent être tout à fait insoutenables. Si elle est sous la dépendance de fonds d'investissement étrangers qui cherchent la spéculation, en tout cas qui cherchent des investissements avec des reflux énormes, ce qui s'est passé au moins 3 fois pour l'Argentine dans les années 80, après la crise asiatique au tournant du siècle et maintenant. Où la dette argentine, on sait, va devoir être restructurée. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans de telles conditions? Il faut restructurer la dette. Et restructurer la dette implique certaines annulations de dette, en effet. Mais dans le cas d'une restructuration qui est faite à partir d'un organe international qui s'appelle le Club de Paris, et par conséquent, le pays a perdu sa souveraineté. Alors, quid de la zone euro là-dedans? Eh bien, vous voyez que la zone euro rencontre toujours le même problème parce qu'elle ne passe pas le cap. La monnaie est commune, aucun problème. De ce point de vue-là, la Banque centrale européenne est une institution fédérale. Mais, toujours la même chose, la zone euro n'a pas d'actifs sûrs communs. Et puisque la zone euro n'a pas d'actifs sûrs communs, eh bien, le problème est que la BCE, on le voit, elle ne l'a pas fait en 2012, en 2010, après la crise grecque, conséquences catastrophiques. On est tombé en récession, puis en stagnation séculaire. Elle le fait maintenant. Et donc, il y a eu un changement de vision des choses du point de vue des gouvernements européens à l'égard, si vous voulez, de l'endettement de la zone euro. Et en conséquence, on va peut-être vers quelque chose. Mais ce quelque chose implique trois éléments, et je termine là-dessus. Il faut à ce moment-là une certification, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire de l'investissement bas carbone pour si vous voulez, s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Des investissements bas carbone, encore faut-il qu'ils soient certifiés, car sinon vous risquez d'avoir du greenwashing des entreprises. Certifié, donc il faut une instance de certification capable de dire quelle est la quantité de carbone abattue, valorisée par un prix du carbone, permet de définir un actif. Par conséquent, le carbone abattu doit devenir un actif réel, mais qui a une valeur monétaire. Le deuxième élément, bien sûr, qui va avec ça, c'est une garantie publique des investissements bas carbone. Si vous voulez faire une innovation qui change le régime de croissance, il faut que l'État soutienne les investissements, pas par des subventions, mais par des garanties par rapport au succès de l'investissement. Et le troisième élément, il faut une intermédiation financière capable de financer le long terme, ce que les marchés financiers ne font jamais.
Et cette intermédiation financière suppose 3 catégories d'acteurs financiers, si vous voulez, qu'on a en Europe. Il s'agit simplement de les mettre structurellement en réseau. Les banques publiques de développement, qui doivent jouer un rôle crucial dans l'innovation concernant les investissements bas carbone. Banque publique de développement coordonnée par la Banque européenne d'investissement. Laisser se développer et inciter d'ailleurs des clubs d'investisseurs institutionnels responsables, ce qui commence à se faire, car leur rôle à ce moment-là, c'est d'acheter des titres qui sont la titrisation des crédits carbone qui ont été certifiés et qui peuvent être titrisés, deviennent de vraies obligations vertes. Et ces obligations vertes sont achetées évidemment par ces acteurs qui ont l'avantage à ce moment-là d'acheter une nouvelle catégorie de titres dans leur diversification, ce qui est tout à fait très favorable aux gros investisseurs institutionnels. Et évidemment, le système européen de banque centrale doit jouer le rôle de coordination du prix des obligations vertes qui sortirait, si vous voulez, de cette transformation du régime de croissance. Merci. Merci beaucoup, Michel. Alors, on a plusieurs questions du public. Une question sur la dette perpétuelle. Alors, on a évoqué ça un peu indirectement, mais une question pour savoir si rendre une dette perpétuelle, c'est la même chose que d'annuler finalement. Peut-être Agnès, rapidement là-dessus. Oui, alors dette perpétuelle, ça existait. Le problème, c'est que c'est assez cher. C'est-à-dire que pour détenir une dette perpétuelle, c'est une dette à très long, tellement long terme qu'elle n'est jamais remboursée, il y a un intérêt. Et cet intérêt, c'est jugé par les agences d'émission de dette, c'est jugé assez coûteux en fait, par rapport aux taux d'intérêt extrêmement bas qui sont aujourd'hui à 10 ans, 30 ans. C'est coûteux pour le pays qui émet. Parce que, et là, il y a un peu une ambiguïté dans le débat, parce que souvent, les gens parlent de dette perpétuelle à taux zéro. Et dette perpétuelle à taux zéro, est-ce que vous auriez envie de l'acheter ? Donc vous payez 100 €, vous avez un titre qui vous rapporte 0 et qui n'est jamais remboursé. Ça revient à un don. Voilà. Donc sa valeur est nulle, et donc c'est comme de l'annulation de dette. Merci beaucoup. Une autre question aussi qui a été posée on a parlé des taux d'intérêt négatifs. Donc une personne qui se demande finalement quelle est la rationalité d'avoir des taux d'intérêt négatifs? Pourquoi ça existe aujourd'hui finalement de prêter et de recevoir moins ensuite? Anne-Laure peut-être Aujourd'hui, ça veut dire... en fait, y a le taux d'intérêt négatif, d'abord, il n'est pas sur toutes les maturités. Même si les maturités sont de plus en plus longues, on dit que l'État français... emprunte à taux négatif, mais je ne sais même plus la maturité à laquelle il emprunte encore en taux négatif, mais c'est entre 1 et 3 ans ou plus que ça. Beaucoup plus que ça. Oui, beaucoup plus que ça. Ok, alors vous voyez, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça. Mais disons qu'au-delà de 10 ans, déjà, on est sur des taux positifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un taux, ça reflète une prime de risque. Donc c'est pour ça notamment qu'une dette perpétuelle, voilà, vous avez besoin d'un rendement à un moment. Et donc, ça veut dire la prime de risque est négative, ça veut dire qu'en réalité, l'État français est jugé comme un État ayant une dette extrêmement soutenable. Donc, c'est peut-être important de le répéter. Et deuxièmement, c'est probablement le reflet d'une masse, d'une quantité d'épargne très importante. En réalité, les titres, il y a énormément de monnaie en circulation et détenue par les investisseurs pour pas suffisamment de titres sûrs. Et donc, ça fait augmenter le prix du titre et ça fait baisser son taux. Donc voilà, les deux choses, ce qui est très important, c'est qu'on a certainement trop d'argent en circulation aujourd'hui. Et deuxièmement, que l'État français est aujourd'hui jugé comme un État extrêmement sûr. Agnès, juste pour illustrer ce que dit Anne-Laure, il faut vous imaginer que dans la ville circulent des tas de gens avec dans les bras des caisses de billets. Et ces caisses de billets, ils ne savent pas où les poser tout simplement. Donc ils pourraient les mettre dans un coffre, il faudrait louer le coffre, un gardien, ça coûterait de l'argent. Et l'État leur dit, je peux vous les garder en fait, je vais vous rendre ce service de vous les garder dans un endroit sûr. Et vous allez me payer une petite commission pour ça. Et en fait, c'est ça le taux d'intérêt négatif.
Merci beaucoup pour les précisions. Oui, Michel. Vraiment crucial, en effet, dans tout ça, c'est la notion d'actif sûr. C'est-à-dire que la dette publique d'un État qui est souverain et qui maîtrise son économie et qui a une influence mondiale, c'est d'être l'actif sûr au niveau international. Et ça, c'est la soutenabilité de la dette publique ramène à ça. En conséquence, dans des situations extrêmement incertaines, et c'est l'incertitude radicale qui est essentielle là-dedans, eh bien, les acteurs privés, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas trop où aller. Aller sur des actifs qui semblent être très rentables est extrêmement inquiétant parce que c'est extrêmement dangereux vis-à-vis de l'incertitude du futur. En conséquence, ils se dégagent, ils vont tous sur l'actif sûr, ou en tout cas très largement. Et effectivement, vous êtes dans une situation de crise, donc vous n'êtes pas dans une situation normale en ce qui concerne l'économie, l'équilibre économique. Vous avez un excès d'épargne sur l'investissement. Eh bien, cet excès d'épargne, on ne sait pas où le mettre. Le mieux, c'est de le mettre dans l'actif sûr. Hein. Et donc, dans la mesure où vous avez un actif sûr, les taux d'intérêt ont évidemment baissé pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Eh ben, même s'ils sont négatifs, vous avez tout intérêt à faire ça, étant donné le coût de détenir du cash, ce que dit Agnès. Merci beaucoup. Alors on a tout juste le temps de prendre une dernière question. On a parlé beaucoup donc de la BCE, on s'est placé dans un cadre européen. Il y a une question qui est posée sur que faire de la dette des pays en développement. Je ne sais pas qui veut donner juste quelques éléments de réponse là-dessus. Est-ce qu'il faut aussi annuler une partie ? Un tout petit élément de réponse, mais qui a déjà été donné par Michel Aglietta, c'est que beaucoup de pays en développement ne peuvent pas s'endetter dans leur propre monnaie. Donc de ce fait, ils se retrouvent dans une situation très compliquée parce qu'ils ne peuvent pas faire jouer la coordination entre leur banque centrale et leur politique budgétaire. De ce fait, ils peuvent se retrouver piégés avec des niveaux de dette trop élevés. D'où l'utilité du Club de Paris et d'où la nécessité à certains moments, tout en respectant certaines règles, parce que là encore, il ne faut pas provoquer trop d'aléas moraux, mais de réduire la dette à certains moments de certains pays qui ont reçu des chocs et qui ne pourront jamais la rembourser. Et la conséquence, c'est que si jamais ils ne peuvent pas la rembourser, de toute façon, ils vont faire défaut. Et donc, c'est un défaut partiel qu'il faut organiser le mieux possible pour que ce ne soit pas sauvage. Et ensuite, pour que le pays ne s'enfonce pas dans la misère. Merci beaucoup. Et le temps arrive à échéance. Donc je vous remercie tous les quatre pour vos interventions. Et puis merci à tous de nous avoir suivis.